Donc, cette conférence en ligne va être filmée pour que le replay soit disponible sur notre site internet en accès réservé aux adhérents. Donc, si quelqu'un ne souhaite pas apparaître ou être entendu sur l'enregistrement, je vous prierai de couper votre caméra et votre micro, comme ça on ne vous verra pas. Voilà. Et puis d'utiliser plutôt le chat, donc le petit bouton converser qui est en bas de Zoom, pour poser vos questions. Donc, une petite introduction. Envirobat Grand Est, c'est quoi? C'est un réseau de centres de ressources qui sont basés sur le Grand Est, qui ont pour objectif de faire la promotion du bâtiment et de l'aménagement durable auprès des professionnels. Nous faisons échanger les professionnels entre eux, on fait des retours d'expérience et on fait de l'information. Nous sommes situés, on a 4 antennes sur le Grand Est, à Reims, Saint-Dizier, Nancy et à Strasbourg. Donc, nous sommes un réseau de professionnels, donc n'hésitez pas à rejoindre notre réseau. Vous pourrez avoir plus d'informations sur notre site internet www.envirobatgrandest.fr. Donc aujourd'hui, dans le cadre, donc en préambule de la commission urbanisme, nous avons la chance de recevoir Sylvain Grisot, qui est auteur de l'ouvrage Manifeste pour un urbanisme circulaire, pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville, pour évoquer ce modèle alternatif inspiré de l'économie circulaire. Donc, on va laisser Monsieur Grisot faire sa présentation et il y aura un temps de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à utiliser le chat en cliquant sur le bouton converser pour poser vos questions, même quand elles vous viennent, mais sachez qu'on les traitera qu'à la fin. Gardez bien vos micros fermés pour éviter les bruits parasites pendant la conférence. Et à titre informatif, la conférence sera suivie de la commission urbanisme. Cette commission d'ordinaire réservée aux adhérents d'Envirobat Grand Est Arcade à l'UQE est exceptionnellement ouverte aux non-adhérents. Le but de cette réunion est d'échanger entre professionnels et d'identifier les sujets à traiter concernant l'aménagement durable dans le Grand Est, et plus particulièrement sur les territoires lorrains et champardonnais, territoires couverts par l'association Envirobat Grand Est Arcade à l'UQE. Voilà. Si vous n'étiez pas inscrit à la conférence, je vous invite à indiquer vos noms, prénoms et emails dans le chat afin qu'on puisse vous envoyer des éléments à la suite de la réunion. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser la parole, Monsieur Grisot. Bonsoir. Écoutez, on va commencer par un petit test à la fois technique et ergonomique. Est-ce que vous m'entendez bien? Et je vais vous demander de mettre un oui ou un non d'ailleurs dans la petite fenêtre de chat parce qu'on va en avoir besoin pendant la discussion. Voilà, vous l'avez repéré. Parfait. Très bien. Bon, bah écoutez, ravi d'être là ce soir ou cet après-midi. Alors, moi, je suis plein ouest, je suis à Nantes. La tempête arrive. Normalement, tout devrait bien se passer, mais on sent que c'est en train de pointer. Donc, vous aurez peut-être quelques petits bruits parasites. Alors, peut-être commencer d'abord, évidemment, par un petit peu me présenter. Je ne vais pas être long là-dessus. Je suis urbaniste, donc basé à Nantes. J'ai fondé ma structure de conseil qui s'appelle Dixit.net. Avec on a plusieurs casquettes, plusieurs types d'actions. Alors, quand je dis on est deux. D'abord, le conseil opérationnel. Donc, on mène des projets très en amont. Et on travaille uniquement sur des questions de transformation de sites, de reconversion de sites urbains. En fait, on fait la ville sur la ville de façon assez quotidienne en accompagnant soit les propriétaires, soit les collectivités ou les opérateurs fonciers à travailler sur ces changements d'usage parfois un petit peu douloureux, que ce soit sur des sites de santé, des usines ou des sites urbains de toute nature. Après, on a une activité d'accompagnement qui est plus stratégique auprès des opérateurs, que ce soit les opérateurs de l'immobilier ou de l'aménagement, notamment sur des bifurcations vers ce que j'ai appelé l'urbanisme circulaire. Globalement, comment passer du travail en extension, du travail sur le neuf
à un autre type de métier finalement qui est souvent assez différent. C'est le travail de la ville sur la ville ou le travail sur l'existant. Et puis, tout un aspect d'innovation, de recherche et développement, on l'appelle comme on veut, de plus en plus on l'appelle recherche, ça en fait vraiment partie. Donc, la publication de ce petit bouquin, ça a été l'occasion de réfléchir à notre façon de faire la ville, prendre du recul, mais aussi amorcer une réflexion qui est vraiment une réflexion en cours. Et là, ce que je vais vous partager, c'est, alors évidemment, c'est qu'une partie du bouquin, mais c'est surtout que le début d'une réflexion qu'on est en train d'avancer et de faire avancer. Alors, on va commencer par faire un constat ensemble, le constat d'une impasse. Alors, vous le savez, on est de plus en plus nombreux sur Terre, blabla, et on a aussi une augmentation de la population urbaine. Donc, on a une explosion de la population urbaine à venir qui vient croiser à la fois l'urbanisation, cet exode rural qui est sans doute… Monsieur Guizot, oui. On ne voit pas votre écran si vous l'avez… Ah, pardon. partagé. Ouais. Reprendre le partage, voilà. Ça doit être là. C'est bon. Ouais. Merci. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Voilà. Hop. Donc, la courbe est droite et quand on le voit, la part urbaine de la population va d'autant plus augmenter que la part rurale, elle, va baisser, la proportion rurale. Alors, vous allez me dire, ça c'est dans des pays à fort développement démographique. Pas tout à fait. On attend quand même 15% de croissance de la population urbaine en France d'ici 2050. Donc, on est sur des mouvements qui nous concernent tous à des degrés différents. Alors, évidemment, qui dit plus d'urbain, dit plus de villes. Et donc, on constate ça, l'avancée de la ville, c'est-à-dire l'aménagement progressif de ces franges et globalement de façon progressive, ce grignotage progressif de la campagne par la ville. Alors ça, c'est une image un petit peu moins bucolique de ce phénomène-là qu'on connaît bien. Pour lequel d'ailleurs on a créé une unité de surface très spécifique en France, puisque vous savez, tous ces discours-là sur l'étalement de la ville, l'étalement urbain, la croissance de la ville commencent toujours par en France, on consomme l'équivalent de la surface d'un département tous les combien d'années ? Combien d'années il faut pour consommer l'équivalent de la surface d'un département en France par l'extension de la ville ? Je vous invite à répondre dans le chat. C'est un petit test. On va voir si vous suivez bien notamment les discours ministériaux. 7 à 10 ans, c'est très précis. D'autres chiffres ? Non, personne. Pas d'autres hypothèses. En même temps, 5 ans, ouais, on retrouve moins ce chiffre-là. Alors, on retrouve très souvent ces chiffres de 7 ou 10 ans, en fait. Alors, même si Barbara Pompili a cité 8 ans très récemment dans un discours, en général, on est sur un département tous les 7 ans ou un département tous les 10 ans. Alors, sans doute, il y a une mystique autour du chiffre 7 et puis le chiffre rond est relativement sympathique. En fait, non. En fait, on consomme l'équivalent d'un département tous les 20 ans en France. En tout cas, si on prend un département métropolitain moyen, je me permets de sortir la Guyane qui vient fausser les statistiques. Voilà, c'est finalement pas tant un problème que ça. Ça fait des années qu'on assène les discours toujours de ce chiffre-là. En fait, ce que ça témoigne, c'est surtout notre inconnu, notre incapacité à mesurer le phénomène. En fait, on a des données précises de consommation de sol, de l'artificialisation, que depuis un an, que depuis globalement juillet 2019. On a eu les premiers chiffres vraiment précis, qui sont des chiffres en plus issus des données fiscales du cadastre, donc autant vous dire que c'est des sources fiables. Et on consomme en effet un département tous les 20 ans, donc c'est peut-être pas si grave. Sauf qu'un département tous les 20 ans, c'est 30 000 hectares tous les ans. Ce qui est quand même pas rien, puisque c'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Et on n'a pas de manifestation. C'est 375 Europacity tous les ans et on n'a pas de tribune dans Libération. C'est 5 stades de foot toutes les heures. Donc on est sur des surfaces absolument massives, mais qui sont diffuses. Alors, pas si diffuses que ça. Si on regarde la croissance de la ville, finalement, on va retrouver les points chauds de la croissance de la population. Donc, on va retrouver nos métropoles, on va retrouver les franges littorales, en tout cas les secteurs les plus attractifs du territoire. Ça, c'est la consommation d'ENAF, donc ce n'est pas le pâté breton, c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et on retrouve finalement sur ces points rouges la géographie de la France dynamique en termes démographiques. Alors, si on zoome un petit peu, ce n'est pas tout à fait aussi clair que ça. En fait, on s'aperçoit que dans l'histoire, en tout cas depuis les années 60,
la taille de la ville a cru 3 fois plus vite que la taille de sa population. Donc, on a une forme de dissociation entre la croissance de la ville et la croissance de la population. Et puis, en fait, quand on rezoome encore, on s'aperçoit, par exemple, qu'entre la Bourgogne et les Pays de la Loire, on est sur des régions qui ont eu des dynamiques extrêmement différentes, que ce soit en termes de dynamique économique ou de dynamique en termes de population. Si on prend les chiffres 2010-2015, plus 150 000 habitants dans les Pays de la Loire, plus 900 en Bourgogne, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et pourtant, la Bourgogne a consommé 30% de ce qu'ont consommé les Pays de la Loire. C'est-à-dire que même à cette échelle-là, quand on n'a pas de croissance de la population, quoi qu'il en soit, on a une machine de production de la ville qui continue de fonctionner. Pire, en fait, on va retrouver un quart de la consommation des sols pour des besoins d'habitat, donc des lotissements, qui a lieu dans les communes qui perdent des habitants en France. Donc, on perd des habitants, on consomme quand même du foncier. En fait, c'est pour ça qu'on parle d'étalement. C'est qu'on n'a plus de relation entre, d'un côté, la croissance de la population ou l'activité économique, et de l'autre côté, la surface de la ville. On a une machine qui tourne à vide. À tel point, quand on regarde les chiffres, alors là, on est sur 2011-2017, on s'aperçoit que la croissance du nombre de ménages est très clairement en secteur urbain, 60%, mais que la consommation d'espace, par contre, c'est que 36%. Et par contre, dans le rural, on n'a que 2% de la croissance du nombre de ménages en France, mais ça représente 10% de la surface consommée. En fait, on a une dissociation complète entre, d'un côté, cette dynamique de population et de l'autre côté, la croissance de la ville. Alors, bien sûr, le moteur de l'explosion, c'est la Ford T. Enfin, plus exactement, c'est la voiture, ou plus exactement, c'est le système automobile. Alors, 1908, c'est la première Ford T qui sort des usines Ford à Détroit. Alors, plus qu'un modèle, c'est un modèle de voiture, c'est évidemment un modèle de production, c'est le début de l'industrialisation. Alors, souvenons-nous ce que c'est l'industrialisation. C'est on vient segmenter, plutôt que d'avoir une tâche complexe, on vient segmenter en tâches simples et on a un opérateur qui fait toujours la même chose, il le fait bien, très bien. Mais on vient lui simplifier le travail, il fait une tâche simple et puis il passe à son voisin. Et toute l'idée, c'est finalement d'avoir un enchaînement de tâches simplifiées sur lequel on vient simplifier les relations entre les différents acteurs sur le système. Il y a évidemment une très forte productivité qui est issue de cette industrialisation. Gardons ça en tête pour tout à l'heure. Alors, New York, 1900. Alors, il y a une parade qui a lieu le jour de Pâques à New York, qui a toujours lieu d'ailleurs, une grande parade sur la 5e avenue. Et 1900, donc on se montre, c'est une parade, et donc on prend des photos. Donc on a des sources historiques, donc c'est vachement intéressant. Là, on est en 1900. Sur cette photo, on a une première voiture qui est présente. 1913, on n'a plus qu'une calèche qui est présente. On n'a plus que des voitures dans l'avenue, dans la 5e avenue. Donc, c'est une forme de révolution technologique absolument radicale par l'irruption de la voiture dans le système urbain qui pourrait faire croire que les choses vont vite, que les choses vont très vite. Sauf que la voiture, ce n'est pas du tout le smartphone et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, même aux États-Unis. En fait, on a eu pendant une vingtaine d'années une vraie lutte fratricide entre les pros et les anti-voitures avec le constat, y compris dans les années 20, ça c'est la une du New York Times de 1924, avec une très très forte opposition à l'irruption de la voiture dans la ville. Pourquoi ? Parce que tout à coup, elle rentre dans un système complexe qui n'est pas régulé. La rue, c'est de façade à façade. Il n'y a pas d'organisation du trafic dans la rue. Les trottoirs sont vraiment anecdotiques et ils servent à se protéger des crottins. Ils ne servent pas à réguler la circulation des piétons. Et on a à basse vitesse, finalement, des véhicules, des calèches, des chevaux et des piétons qui se partagent l'espace public. Ça ne marche plus avec la voiture, qui va beaucoup trop vite dans ce système-là, à tel point qu'il y a eu des débats sur l'interdiction de la voiture ou l'instauration de limiteurs de vitesse qui auraient coupé le contact quand on dépasse 20 miles à l'heure. Je commence à regarder les questions, je les prendrai après. Donc, c'est des débats extrêmement virulents et finalement qui donnent lieu à un travail de communication à la fois des instances fédérales, mais aussi de tout le lobby automobile sur la question sur un personnage qui est Mr. Jay Walker, avec des slogans qui sont, par exemple, il faut tuer M. Jay Walker et toute sa famille. Il faut exterminer M. Jay Walker et toute sa famille. C'est une communication qui est extrêmement vive dans la presse, dans la rue,
avec des parades, etc., etc. Alors, Jay Walker, Jay, c'est un peu le pecno. Enfin, la traduction est difficile et Walker, c'est le pecno qui marche. C'est finalement celui qui ne sait pas marcher dans la rue. Et il y a eu tout un travail d'ingénierie sociale pour inverser finalement la responsabilité du piéton écrasé. Ce n'est pas la voiture qui écrase le piéton, c'est le piéton qui ne sait pas se comporter comme un urbain. C'est une campagne de communication qui a marché extrêmement bien, à tel point que quand on a eu la première régulation en 1925, la première législation à Los Angeles, évidemment, qui a obligé le piéton à regarder avant de traverser, traverser au vert pour lui, etc., etc. On n'a jamais eu besoin de faire la verbalisation, c'est-à-dire les policiers siffler et montrer du doigt. Et c'est la honte qui a servi à apprendre finalement aux piétons à respecter cette nouvelle hiérarchie de l'espace public. Ça veut dire quand même, à 1925, ça veut dire qu'on a commencé à adapter la ville à la voiture il y a moins d'un siècle. Et après, ça a commencé à s'accélérer. On voit bien le croisement des courbes entre le nombre de chevaux en circulation d'un côté et le nombre de voitures en circulation aux États-Unis de l'autre. Et le croisement des courbes se fait après les années 1925. 1924, invention des premières boîtes de nourriture pour chiens aux États-Unis. Quel est le rapport? Une idée? Il fallait bien faire quelque chose des chevaux. Donc, en fait, c'était un moyen de recycler les chevaux excédentaires. On les a mis dans les boîtes pour de la nourriture pour chiens. Désolé. C'est après le cheval, c'est le transport en commun qui a fait les frais de l'irruption de la voiture, notamment par un travail assez fin aux États-Unis de reprise de l'équivalent des DSP par des opérateurs de bus pour laisser de la place à la voiture. Finalement, là, je n'ai toujours pas parlé d'étalement urbain. On a transformé la ville, mais toujours pas le territoire. La transformation du territoire aux États-Unis et le début de l'invention d'un nouveau système urbain date de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec notamment la première Leavitt-Town. Dans Leavitt-Hanson, c'est une entreprise de construction générale qui a un peu vivoté évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un des fils, Leavitt, a fait la campagne d'Europe dans le génie américain. Et notamment, il a pu voir toute l'efficacité de la construction modulaire, de la préfabrication pour la construction des baraquements américains de l'armée. Et en revenant au pays, après la guerre, il décide de finalement acclimater à la vie civile cette technique-là, sauf que construire de la maison standard nécessite aussi d'avoir du terrain standard. Or, le terrain standard, ce n'est pas le terrain urbain qui est chahuté, qui a des formes complexes, etc. etc. Et donc, il part dans la périphérie de New York pour acheter des champs de patates et des champs d'oignons. Ce qui est possible parce que dans l'entre-deux-guerres, il y a eu un équipement autoroutier autour de New York, dans New York d'ailleurs, mais aussi autour de New York assez important. Et c'est là qu'on a les premières opérations de lotissement et ça permet de créer finalement un modèle de développement urbain qui est à la fois basé sur la conquête des champs. On cherche du sol neutre finalement, non complexe, mais c'est une initiative privée, c'est de la monofonctionnalité, on n'a que de l'habitat. C'est évidemment une forme qu'on va retrouver dans le suburb américain derrière. Et c'est un mode constructif répétitif, une forme de standardisation de l'offre d'habitat. Et surtout, et c'est pourtant un élément vraiment important, ce qu'on oublie, c'est que c'est un mode de financement spécifique. Les anciens combattants américains, et c'est eux qui sont bénéficiaires de ces programmes-là, bénéficient de garanties d'emprunt par l'État quand ils rentrent de la campagne d'Europe. Ça veut dire que c'est là qu'est inventé, c'est Leavitt-Hanson qui invente l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale au travers de ce mode de production spécifique. Alors, ironie de l'histoire, Leavitt-Hanson fait faillite en 2007 sur l'effondrement des subprimes, donc qui est vraiment le surendettement, la crise du surendettement des ménages américains pour l'acquisition de leur résidence principale. Donc, et puis, autre élément important, on a aussi une forme de ségrégation qui est plus que sociale, qui est aussi raciale, puisque les Leavitt-Town étaient réservés au début uniquement pour les Blancs. Alors, Leavitt-Hanson va multiplier la production de ces villes, les Leavitt-Town partout dans le pays, mais évidemment, d'autres vont récupérer le modèle en bénéficiant notamment à partir de 1956, vous voyez, 56, c'est tardif, de l'extension, plus exactement de la création du réseau autoroutier aux États-Unis, avec un investissement massif dans plus de 60 000 km en 10 ans, donc entre les années 50 et 60 aux États-Unis. C'est là que
on commence à transformer le pays, le paysage et finalement le territoire avec l'étalement urbain aux États-Unis. Pour nous, ça vient finalement plus tardivement avec la création de ces infrastructures qui sont plus tardives en France, avec notamment le développement du réseau autoroutier qui a lieu vraiment à partir de la fin des années 70. Et c'est là qu'on reprend un parallèle, et c'est là où c'est important de bien comprendre, c'est pas la question, ce n'est pas tant la voiture qu'un système automobile. On pourrait aussi parler des carburants, etc. Mais le système automobile, évidemment, il est associé à la question des infrastructures et de l'équipement infrastructurel du pays. Et c'est là qu'on voit la diffusion progressive de l'habitat, ou plus exactement de ce qu'on appelle ce périurbain, ces banlieues, ou en tout cas ces villes dortoirs, c'est-à-dire ces secteurs en rouge sur lesquels on habite mais on ne travaille pas. Tout ça, évidemment, est généré par une extension des trajets domicile-travail. Et vous voyez, ça commence vraiment dans les années 70 et ça prend vraiment son essor après les années 2000. On est sur des phénomènes extrêmement récents. Finalement, ce modèle-là, il a 50 ans. Sauf qu'on a toujours vécu ça. On a tous toujours vécu ça dans notre vie professionnelle. Et donc, c'est ça la normalité, c'est ça notre référentiel professionnel. Alors évidemment, on a, avec l'extension de tout ça, on peut le constater dans les statistiques à la fois de nombre de kilomètres parcourus et de la vitesse aussi parcourue. C'est-à-dire, par la vitesse, on vient permettre directement, il y a une proportionnalité directe. En fait, on augmente la vitesse de circulation par les infrastructures et évidemment l'équipement des ménages, ce qui permet de s'éloigner de plus en plus dans les périphéries jusqu'à un point à plat après à partir des années 2000. Alors, donc le nouveau normal, c'est ça, c'est une dissociation des fonctions qu'on retrouve ici, notamment la dissociation entre l'habitat et le lieu d'emploi. C'est l'éloignement par les infrastructures routières. Et puis, c'est aussi une dissolution de la ville parce que l'infrastructure routière, au-delà de séparer les fonctions, elle impose aussi des formes de ville. Et finalement, l'infrastructure routière prend beaucoup de place. Si on fait la somme des routes, des parkings, mais aussi du rail, donc de l'ensemble des infrastructures, c'est aujourd'hui 48% des sols imperméabilisés en France, ou des sols artificialisés, pardon. Les bâtiments, c'est 18%. Donc globalement, la ville, c'est essentiellement, quand on dit bétonné, mais ce n'est pas ça, c'est avant tout enrobé. La ville, c'est avant tout des surfaces en enrobé, ensuite des surfaces de gazon, notamment dans les zones d'activité, et seulement après des surfaces bâties. Alors évidemment, ça pose quelques questions, notamment des questions esthétiques, mais en 2010, quand Télérama titrait contre la France moche, l'article était beaucoup plus complet. Il y a des questions d'image, d'entrée de ville, de sortie de ville, etc. mais les enjeux et les impacts de l'étalement urbain sont beaucoup plus profonds que uniquement des enjeux esthétiques, évidemment. Déjà, on arrive sur la thrombose d'un système. C'est la voiture qui crée l'étalement, mais l'étalement crée aussi et générateur, évidemment, de mobilité automobile. Et aujourd'hui, on a une explosion des temps passés dans les bouchons, plus de 30 heures par conducteur français. Globalement, aujourd'hui, les Américains passent plus de temps à faire du domicile-travail qu'à être en vacances. Donc ça, c'est des choix de société qu'on peut faire, mais voilà ce qui est vendu en haut, mais voilà ce qu'on vit en bas. Donc, on a cette relation de cause à effet qui est importante sur l'augmentation de la mobilité automobile, donc consommation thermique et évidemment émissions de CO2, alors directement par la mobilité automobile, mais aussi indirectement par l'artificialisation du sol. Les sols, et notamment certains sols agricoles, sont aussi des réservoirs de carbone. Donc, l'artificialisation est une perte nette et est émissive en termes de CO2. Alors, ça tombe assez mal, je ne vais pas vous faire tout un dessin sur les enjeux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais on a évidemment un pas qualitatif à faire qui est absolument massif, sur lequel on va retrouver deux éléments qui sont ceux sur lesquels on doit pouvoir avancer, qui sont liés à l'étalement urbain, qui sont d'un côté la mobilité, de l'autre côté le logement. Donc à la fois la capacité, l'efficacité de tout ça, mais évidemment des enjeux de localisation. On a des impacts environnementaux, je ne vais pas m'étaler, fragmentation des milieux, atteinte directe au milieu, mais aussi des enjeux agricoles. Un petit point là-dessus, on est sur ces 30 000 hectares, globalement à 80% sur des sols agricoles. C'est les grands flux que vous voyez ici. Aujourd'hui, qui perd, c'est les sols agricoles, un petit peu les espaces naturels et forestiers, mais qui gagne, c'est les territoires artificialisés. Alors oui, il y a des friches agricoles qui se développent dans certains territoires, en effet, c'est vrai, mais c'est complètement marginal et c'est globalement peanuts par rapport aux grands flux fonciers qui sont représentés ici.
Alors, ça tombe assez mal, hein. On a réduit par 2 la surface agricole utile par habitant en France en 50 ans. Et puis, on a quelques enjeux devant nous qui font qu'on a des enjeux de sécurité alimentaire qui sont importants. Évidemment, les impacts du réchauffement climatique, mais aussi la nécessité de transition vers l'agroécologie, qui pose aussi des questions en termes de productivité des sols, hein, tout simplement, et donc de besoin de sol pour se nourrir. Ça a des conséquences économiques, hein, notamment pour nos collectivités, même si elles sont masquées par nos modes de financement aujourd'hui de l'aménagement et de la construction, sur lequel on vient segmenter très, très lourdement d'un côté l'investissement pour l'aménagement et de l'autre côté les coûts de gestion de l'infrastructure, mais aussi des services urbains hein, qui sont pas analysés au même moment. Mais pour autant, tous les chiffres sont différents, mais tous les chiffres convergent hein, pour dire qu'on a un coût à la fois en termes d'investissement, donc création, aménagement, mais aussi en termes d'entretien ou de gestion des services publics, plus important de l'urbain diffus que de l'urbain dense. Voilà, ce qui est relativement logique puisqu'on est sur des infrastructures qui ont de très fortes économies d'échelle. Et puis, c'est un urbanisme à fragmentation. Alors, les ronds-points autour du Leclerc ont pu nous le rappeler, mais quand on regarde les chiffres, on constate très clairement qu'un des échecs des 10 dernières années, c'est justement sur cette fragmentation autour notamment des métropoles attractives entre différents types de populations et notamment différentes classes d'âge. Quand on regarde autour de Toulouse, donc là, 2011-2016, hein, on est sur des données relativement récentes, et qu'on regarde par classe d'âge, on s'aperçoit que Toulouse n'attire ici que des étudiants. Hein. Toutes les autres classes d'âge fuient Toulouse. Hein. Donc c'est du déménagement net. Hein, on a enlevé évidemment les naissances, les décès, etc. etc. Alors déménagement de qui hein, essentiellement des enfants, des bébés et de leurs parents qui suivent souvent les bébés, hein, qui ne vont pas habiter dans la métropole toulousaine, mais dans la zone d'emploi, donc les 700 communes qui sont dépendantes de Toulouse Métropole pour l'emploi. Donc, c'est des familles qu'on va retrouver ici qui vont ensuite générer du domicile-travail vers la métropole toulousaine, d'où, en tout cas, dans les périodes plus fastes pour l'industrie aéronautique, les embouteillages à 5 heures du matin quand il y a des changements d'équipe chez Airbus. Alors, l'urbanisme circulaire dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est déjà faire le constat de quelques impuissances réglementaires. La loi solidarité et renouvellement urbain, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais globalement, en 2000, tous ces constats ont été posés. Tout a été dit. Hein. Ça a été rappelé là sur le chat. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis longtemps, mais on s'est donné en 2000, y compris des outils nous permettant d'intervenir là-dessus, notamment en plaçant au premier rang l'enjeu de faire la ville sur la ville, donc de refaire la ville plutôt que de l'étendre. Pour autant, il ne s'est pas passé grand-chose. Excusez-moi. Hop. Et là, on voit des statistiques de consommation de sol hein, depuis 2009, 2017. Qu'est-ce qu'on constate? Après 2011, on a une chute de la consommation de sol en France qui est liée directement à la crise économique, qui n'est pas liée à un changement réglementaire. Et puis, on a une reprise 2016-2017 et a priori, les chiffres de 2018 ne sont pas meilleurs que ça. Hein. Donc, en fait, on a une impuissance du cadre réglementaire à calmer les choses. On a un nouveau cadre réglementaire qui arrive avec le ZAN. Alors, ce n'est pas de logo officiel encore, c'est le zéro artificialisation net. On pourrait y revenir. Disons qu'il y a une nouvelle couche hein, réglementaire qui est encore en débat, hein, des débats assez complets, assez complexes, justement sur finalement encore cranter, encore mettre la pression sur l'étalement de la ville pour tenter de limiter le phénomène. Moi, mon propos, c'est de dire que ça ne sert à rien. C'est important évidemment de marquer un cap, mais ce n'est pas suffisant. La prohibition n'est pas suffisante, il faut pousser les alternatives concrètes. Aujourd'hui, on a un modèle sur lequel on continue hein, d'aménager des périphéries urbaines alors qu'on a des problèmes dans les centres-villes. On crée du logement neuf alors qu'on a du logement vacant. On crée des périphéries commerciales alors que on a du commerce qui a du mal en centre-ville. Et puis, on continue d'aménager des zones d'activité alors qu'on a pléthore d'hectares de gazon qui aujourd'hui ne servent pas au développement économique de nos territoires. Alors, en effet, il faut changer de modèle. Aujourd'hui, notre modèle, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait bien? Il a industrialisé quelque chose, c'est l'aménagement de ces espaces-là. Ça, on sait le faire, on sait très bien le faire, on l'a industrialisé. Ça veut dire chacun a un rôle très clairement défini, il le fait bien et on optimise la chaîne. Hein, alors, quand on repart un petit peu en arrière, mais qu'on
qu'on fait un point zéro. Il y a eu un travail qui a été fait de façon intéressante en 2017 par l'INSEE. En fait, on s'aperçoit qu'on a globalement 50% des investissements, des permis de construire, en tout cas, 50% des projets qui ont lieu en périphérie des villes, voire plus. Ce qu'on sait bien faire, c'est ça. On sait bien artificialiser les sols en périphérie pour faire du neuf. C'est beaucoup plus compliqué l'autre modèle. Et ça tombe assez mal parce qu'on a déjà perdu la bataille de la ville de 2030. Elle est déjà là. Contrairement aux constructeurs automobiles qui peuvent miser sur des innovations, nous, on n'a déjà plus le temps. La question n'est pas d'inventer des choses, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on commence à essayer de corriger la ville de 2050, qui est déjà là à 70 ou 80%. Donc, on a vraiment urgence. Alors, l'urbanisme circulaire, je vous rassure, ce n'est pas des villes rondes, c'est évidemment une transposition des principes de l'économie circulaire à l'urbanisme, à la façon de faire la ville, processus de fabrication de la ville. Donc, alors, économie circulaire, c'est quoi? Parce qu'on a une vision souvent biaisée en France sur laquelle on fait une association entre économie circulaire et recyclage. Alors, c'est qu'une partie de tout ça. Globalement, l'économie linéaire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts pour un usage, extraction de la matière, fabrication, assemblage, distribution. Et puis, quand on a fini d'utiliser notre jouet en plastique, on le met à la poubelle. Donc, on a beaucoup d'efforts pour de la création de valeur et puis une destruction de valeur immédiate par la poubelle. L'idée de l'économie circulaire, c'est d'avoir des boucles. C'est d'où ce terme de circularité. Je vous rassure, je ne vais pas être trop long là-dessus. Et ce qu'on constate, c'est que ces boucles, c'est des boucles de création de valeur. Et plus la boucle est courte, moins elle est consommatrice en matière, en énergie, en effort finalement, et plus elle est finalement génératrice de valeur d'usage. Le réemploi, c'est évidemment beaucoup plus efficace au niveau écologique et économique que le recyclage des matières sur lequel on a beaucoup de pertes. Et donc, on a plusieurs boucles, mais retenons, plus la boucle est courte, plus elle est efficace, plus elle est intéressante pour chacun. Alors, l'urbanisme linéaire dans lequel on est, c'est ça, c'est 30 000 hectares de sol, essentiellement agricoles, qui sont consommés pour des usages urbains, souvent uniques, avec une logique d'obsolescence programmée qu'on va retrouver de façon très nette, notamment dans des équipements qu'on va suroptimiser pour leur usage, mais qui deviennent incapables de changer d'usage. C'est ça l'obsolescence programmée qui mène à des friches urbaines, à des espaces vacants ou des bâtiments sous-occupés. L'urbanisme circulaire, c'est simplement l'idée qu'une fois qu'on a un sol intégré dans ces usages urbains, on en conserve l'usage en intensifiant l'usage de l'existant. Est-ce qu'on peut faire plus sans construire, en transformant l'existant, que ce soit du bâti ou du foncier, en recyclant les espaces, évidemment, quand on arrive au bout d'un cycle d'usage urbain, le tout étant d'éviter la case friche. Alors, bonne nouvelle, en fait, tout existe, j'ai rien inventé. En fait, dans ce bouquin, je passe la moitié du bouquin à donner la parole à des interviews à des gens qui le font déjà. Simplement, le terme permet de rendre lisibles ces expérimentations. On a appelé ça les pionniers. Et je voudrais vous montrer quelques exemples. Sur la première boucle, par exemple, l'intensification des usages. C'est travailler les temps finalement de la ville et pas ces espaces. Tous les bâtiments ont globalement 10 ans de vie, 10 ans de leur vie où ils servent à rien. Parce qu'ils attendent, par exemple, c'est un rez-de-chaussée commercial qui attend un peu péniblement de trouver son premier occupant. C'est un bâtiment qui attend une réhabilitation lourde. C'est un bâtiment qui attend sa déconstruction. Évidemment, on connaît ces objets-là que sont les occupations temporaires, l'urbanisme transitoire, etc. Il y a beaucoup de termes différents qui viennent occuper ces temps morts finalement de la ville sur lesquels on a des objets bâtis qui attendent. Et là, on peut générer des usages en plus ou des usages différents, mais par des modes d'occupation, des modes d'organisation de l'usage qui est assez différent de ce qu'on fait d'habitude. Autre exemple, là, on est sur des logiques de temps beaucoup plus courts, c'est le MabLab à Paris. Alors, c'est un exemple, il y en a d'autres. C'est un restaurant universitaire et comme tous les restaurants universitaires, globalement, à 14h30, il ferme. Et il n'est pas utilisé le soir, donc on est sur des bâtiments qui servent la moitié de la journée et qui, l'autre moitié, servent à rien. Sauf qu'au MabLab, il y a le Crous qui intervient, mais il y a le MabLab aussi. Et le MabLab, c'est un espace de coworking qui vient investir le 3e étage, ou 4e étage d'ailleurs, en installant quelques multiprises, des coussins, un petit peu d'éclairage. Et là, on a un espace de coworking qui se crée. On est en plein cœur de Paris, c'est un des espaces de coworking les moins chers de Paris, qui est ouvert aux étudiants, mais pas seulement, à tous les gens du quartier.
Et donc, on a créé un nouvel usage qui permet d'éviter de construire des bureaux en plus et qui amène un service urbain différent, un service urbain en plus. Autre exemple, sur l'île de Noirmoutier, on a des salles de classe d'une école privée qui sont aménagées au début des vacances par les parents d'élèves. Donc, on ramène des gazinières, on ramène des lits et on réaménage les salles de classe. Et vous voyez, cette dame, en fait, elle habite pendant l'été la classe de CM2 et ça devient une résidence de vacances. C'était des bâtiments qui servaient à rien. Servaient à rien pendant 2 mois en territoire touristique. Là, on a un nouvel usage. On a des résidences secondaires finalement qui sont libérées. On a des ressources économiques pour cette école privée et finalement la capacité de partir en vacances sur l'île de Noirmoutier à des prix très accessibles pour des familles qui ont moins de besoins. On fait plus d'usages, on intensifie les usages de la ville. C'est travailler donc essentiellement sur les temps et évidemment l'organisation. Oui, il faut gérer les histoires assurantielles, il faut s'organiser, il faut avoir des parents d'élèves qui font tout ça, etc., etc. Et c'est ça qui devient intéressant. Transformer l'existant, vous connaissez tout ça, c'est évidemment des transformations emblématiques de bâtiments sur lesquels on vient réinvestir lourdement, mais ça peut être des choses parfois plus douces ou plus fines. C'est cette construction bois qui vient rajouter 2 étages sur ce qui pourrait être une copropriété privée. Il se trouve que là, ce n'est pas le cas, mais c'est l'idée de créer de la valeur foncière et de la valeur d'usage sur les étages pour payer une réhabilitation lourde sur les étages inférieurs. Il y a beaucoup aujourd'hui d'initiatives qui sont menées dans ce sens-là. Et on voit bien que le problème n'est pas tant constructif dans ce cadre-là, pas tant architectural, puisqu'on arrive à générer des espaces de qualité, mais il est plus organisationnel et financier. Comment arriver à rentrer dans une copropriété, générer ces objets d'investissement, avoir des tiers qui peuvent être des tiers investisseurs sur les étages, etc., etc., etc. On a ces bureaux qui se transforment, qui ont été transformés de façon parfois très complexe en logement. On a aussi ces bâtiments qui sont construits aujourd'hui pour pouvoir demain changer d'usage. Donc là, vous connaissez sans doute ces programmes qui sont organisés dès le début dans l'organisation technique, architecturale, mais aussi juridico-financière, pour pouvoir à terme changer d'usage en fonction de l'évolution des besoins, logement, bureau, bureau-logement, hébergement, etc. Là, on est sur du parking, des parkings qui sont taillés sur des trams tertiaires à Roubaix, à Tourcoing, pardon. L'idée étant d'avoir, c'est la ZAC de l'Union, d'avoir des bâtiments qui, à terme, pourront muter et être conservés tout en changement d'usage. On pourrait imaginer avoir un changement quasi quotidien des usages, mais là, on est vraiment sur la prospective. Il y a l'idée dans la transformation de l'existant aussi de densifier, notamment les espaces fonciers. Vous avez peut-être entendu parler du BIMBY. L'idée du BIMBY, c'est de venir dans les lotissements, notamment des années 90-2000, sur lesquels on a des grandes parcelles, et on peut libérer des bouts de jardin et construire d'autres logements, mais qui sont des logements individuels, construire des maisons dans finalement des espaces privés. C'est des projets privé à privé, c'est de la cession de terrain qui peut être organisée par le public, mais qui reste des opérations d'initiative privée sur lesquelles le public va finalement initier un autre type de démarche et ça nécessite d'autres métiers. Et dans bien des cas, c'est un bon exemple. Il y a de nouveaux métiers à inventer ou de nouvelles façons d'exercer nos métiers. Et là, dans ce cadre-là, c'est ce boulot d'urbaniste coordonnateur, mais pour des lotissements existants. Donc, on voit bien, on est loin du travail que font les urbanistes classiquement en ZAC. Alors, évidemment, densifier, c'est parfois déconstruire pour mieux construire. Et très clairement, il y a de gros efforts à faire pour mieux densifier la ville, qui en général est très peu dense. En France, quand on parle de densification, tout le monde pense à la ligne 13 du métro parisien, mais Paris n'est pas la France. Le cœur de Strasbourg n'est pas représentatif de ce qu'est l'espace urbain en France. L'espace urbain est essentiellement sous-dense, extrêmement peu dense et finalement il y a beaucoup de place. La question est comment l'investir de façon intelligente, de façon à ce que ce soit certes acceptable, mais surtout que ça rende service à la ville existante. Donc là, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur lesquelles on pourra venir, avec un impensé très clairement qui est le foncier économique, sur lequel il y a énormément de potentiel d'intensification et de densification. Et puis recycler les espaces, c'est mieux connu, c'est évidemment les friches industrielles.
Les futures friches commerciales, qui se sont multipliées aux États-Unis, et il y aurait, c'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels du secteur, il y aurait une zone commerciale en trop dans toutes les grandes métropoles en France. Donc, on est vraiment à l'aube de l'apparition de friches commerciales très significatives en France. Donc, on a là-dessus, c'est nos friches du futur. Évidemment, qui dit dernier cycle, recyclage, dit aussi tous les enjeux, mais vous les connaissez, autour de la déconstruction, de la dépollution, mais aussi et surtout du réemploi. C'est comment, à un moment, la ville existante devient quelque part la mine dans laquelle on vient puiser, non pas tous les matériaux évidemment, mais en tout cas une partie de façon à limiter les impacts en termes de déchets, de consommation de matière, de l'industrie du BTP, impacts qui sont absolument massifs. Alors, je vous rassure, je vais bientôt m'arrêter, on va pouvoir en discuter. Mais en résumé, l'urbanisme circulaire, c'est quoi? C'est faire la ville frugale en sol. C'est finalement une inversion de priorité. Aujourd'hui, quand on a un besoin urbain, par défaut, on construit du neuf en périphérie. Regardez les équipements publics significatifs. Aujourd'hui, ils sont faits sur du sol neutre, essentiellement dans les périphéries, parce que c'est plus facile, parce qu'on sait très bien le faire et qu'on l'a industrialisé. Là, l'idée, c'est d'inverser le régime de priorité. Donc, c'est intensifier plutôt que de construire. Est-ce qu'on peut éviter de construire? Et pour ça, on a besoin de faire le tour du propriétaire dans les territoires, dans les équipements publics, dans les équipements privés aussi. Quels sont les taux d'occupation des bureaux? Quels sont les taux d'occupation des salles de réunion, des bâtiments publics? Est-ce qu'on a des secteurs qui sont densifiables ou autres, etc., etc. Donc, intensifier plutôt que de construire, transformer plutôt que de déconstruire. Il faut qu'on évite ce cycle des constructions systématiques. On sait que ça a trop d'impact pour qu'on puisse se le permettre. Et puis, on ne peut pas refaire complètement la ville en revenant à la case de départ. Et puis, quand on ne peut pas recycler, passer par ces cycles de déconstruction, reconstruction, pour en dernier ressort uniquement s'étaler. Et quand on le fait, évidemment, le faire bien. Donc, c'est la ville frugale en sol et évidemment en matériaux et en énergie. Ça prend des formes extrêmement différentes en fonction des territoires, mais c'est adaptable à tous les territoires. C'est l'idée de chacun sa part, à la métropole de garder les siens, de densifier, d'intensifier ces usages, notamment en travaillant sur le logement, en travaillant sur les prix. Le périurbain, d'apprendre à mailler, à densifier. Et là, il y a énormément de potentiel et c'est sans doute dans le périurbain que doit se faire l'essentiel de l'urbanisme des décennies qui viennent. Aux villes moyennes aussi de coordonner tous les développements qui ont lieu à leur périphérie et aussi au rural à inventer un mode de développement, en tout cas à inventer un mode d'avenir qui soit moins consommateur en sol. Derrière, ville frugale, mais ville aussi de la proximité pour réduire les besoins en mobilité automobile. Donc, ça veut dire certes avoir des alternatives en termes de transport, que ce soit mobilité douce ou transport collectif, mais aussi et surtout de venir relocaliser et rapprocher les fonctions, notamment l'emploi et le travail, ou de limiter le dialogue et les mobilités associées à ça. Sauf que la ville de la proximité, encore faut-il pouvoir se la payer. Et donc ça, il y a vraiment un enjeu dans les métropoles de tenue des prix ou de création de marchés tiers, de marchés différents, de marchés fonciers sur lesquels finalement on vient réfléchir différemment sur ce bien qui est finalement très particulier, qui est le foncier, notamment le foncier urbain. Et ma certitude aujourd'hui, mais par la pratique des uns et des autres, c'est qu'on a un certain nombre d'usages urbains, de biens qui sont trop stratégiques pour les laisser gérer par le marché. En tout cas, on a essayé, ça ne marche pas. Donc, écoutons ça, et notamment que ce soit sur le logement abordable, mais aussi sur le dernier commerce, mais aussi sur le foncier économique. On a besoin d'avoir des logiques de mise en commun, des logiques de commun par des foncières publiques ou privées, mais de sortie du marché d'un certain nombre d'espaces urbains. Et puis, faire la ville résiliente. Alors, j'avais pas mal écrit là-dessus quand j'ai écrit mon bouquin. C'était avant la pandémie. Alors, je ne dis pas du tout que j'ai eu raison, mais évidemment, la pandémie vient reposer d'autres questions. Alors, pas que les questions du Covid-19 ou du Covid-20, mais évidemment, cette capacité de la ville à encaisser les chocs. Encaisser les chocs, que ce soit des chocs économiques ou le changement climatique, mais plus globalement encaisser les changements. Et il y a une parabole que j'aime bien parce que ce n'est pas que cette idée d'encaisser, c'est aussi de se transformer. C'est d'avoir une ville adaptative, c'est-à-dire qui apprend aussi à s'adapter en continu aux évolutions, certes
environnementales, au choc, mais aussi au changement de pratique, au changement démographique, au vieillissement de la population, par exemple, ou au changement technologique, ou au changement simplement sociologique, aux envies d'une population. Et une ville qui doit être plus adaptable et qui finalement, c'est la parabole du kintsugi, hein, ce n'est pas de moi, c'est d'un chercheur qui travaille sur la résilience du végétal. Donc, c'est un art japonais, hein, qui consiste à ressouder des poteries cassées avec de l'or. Et donc, la poterie, une fois qu'elle est réparée, est mieux qu'avant. Elle n'essaie pas de ressembler à ce qu'elle était avant. Elle vient se transformer. C'est finalement ça, hein, c'est la capacité d'évolution qui dépasse simplement la question de la résilience et qui est vraiment cette question de la ville adaptative qui, à mon sens, doit être la voie et au-delà des questions de choc, mais pour les changements en général. Alors, faire la ville sur la ville, c'est bien beau, mais c'est plus compliqué, ça vous le savez. Et je pense qu'il est temps enfin qu'on assume cette complexité. Alors sans doute, on va couler moins de béton, on va changer de matière grise, hein, on va miser sur l'intelligence et moins le béton. On est sur des processus de projet qui sont plus complexes et qui sont de nature complètement différente. On ne peut pas industrialiser la fabrication de la ville sur la ville. La ville existante, elle est habitée, elle est complexe, elle est parfois polluée, bâtie, elle est en tout cas toujours différente et on est sur des formes d'artisanat. L'objet, c'est aujourd'hui de massifier, non pas d'industrialiser, et d'assumer cette complexité, notamment le fait qu'on va avoir beaucoup d'acteurs qui travaillent au même moment. On a besoin de compétences extrêmement précises, hein, des compétences techniques, des compétences d'ingénierie très pointues, mais aussi on a besoin de généralistes qui savent gérer ces projets complexes, donc besoin de s'organiser différemment, de repenser les processus de projet. Alors pour vous, comme pour moi, hein, moi il y a 5 ans, quand j'ai monté ma boîte, j'ai dit écoutez, moi je ne travaille plus que sur la ville, je le faisais déjà avant. Mais je ne faisais pas que ça. Moi, j'ai créé des zones d'activité en bord d'échangeurs. Je cite dans le bouquin mon grand-père qui faisait des expropriations d'agriculteurs pour faire des jupes dans les années 60. Donc, on fait de l'étalement urbain sur 3 générations, hein, dans la famille. Mais quand j'ai créé ma boîte il y a 5 ans, j'ai dit voilà, moi, je vais faire que ça. Et j'étais accueilli positivement, hein, sympathiquement, mais pour autant, ce n'était pas une évidence pour chacun. C'est une vraie opportunité pour moi. C'est-à-dire que quand on fait ça, quand on travaille sur la ville, quand on travaille sur l'existant, finalement, on n'est pas très nombreux à le faire. On est sur des métiers qui nécessitent de l'expertise et qui deviennent beaucoup plus respectés, beaucoup plus entendus. Donc, c'est des opportunités individuelles, hein, puisqu'on est sur des métiers plus complexes et plus fins, mais aussi des opportunités collectives avec des nouveaux modèles d'affaires, mais aussi la capacité pour évidemment les acteurs existants à transformer leurs pratiques et à bifurquer. Sauf qu'on ne peut pas faire ça de temps en temps. Il faut vraiment se spécialiser pour être performant sur le domaine. Alors, juste en conclusion, j'ai été trop long manifestement. J'espère que vous ne dormez pas. L'étalement urbain n'est pas le problème en fait. Moi, j'ai passé tout ce bouquin justement à vouloir écrire des choses pour comprendre l'étalement urbain et dire comment lutter contre. Et j'ai conclu sur le fait que ce n'était pas le problème. C'est juste un symptôme. Hein. C'est un symptôme finalement d'un abandon. On a laissé nos territoires dessinés par la voiture. Et ça a des impacts sur tous les niveaux, sur l'ensemble du système urbain, agricole, mobilité, santé, et évidemment urbanisme et bâtiment, mais pas seulement. Donc c'est le symptôme et finalement c'est un bon objectif que de venir limiter tout ça. Parce que finalement, à la fin, la ville frugale, la ville pour tous, la ville de la proximité, la ville résiliente, c'est juste la ville dont on a envie. Hein. Et si on devait aujourd'hui se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a simplement envie et pas uniquement besoin de faire comme ville, c'est sans doute celle-ci qu'on ferait. Donc voilà, je vous invite évidemment à lire le bouquin, mais surtout à en parler. Je vous laisse pour les questions. Merci. Alors, juste avant de passer aux questions, pour une petite question pratique, ceux qui auraient besoin d'une attestation de présence pour avoir assisté à la webconférence, je ne signe pas, moi. Ma collègue va mettre dans le chat un petit formulaire qui sera disponible que jusqu'à 18h où vous pourrez aller demander votre attestation de présence. Voilà. Donc, on va passer aux questions. Du coup, Cyrielle, tu viens.
Alors, dans les questions du chat, on a une question de David Marx par rapport à la densification dans la ville. Alors, attention, vous bougez le micro là, j'entends pas. Ouais, c'est bon. Alors, on avait une question de Dan Marx quand vous parliez de la densification. Il faisait référence au quartier de Robertsau à Strasbourg, où les jardins de pavillons sont achetés et construits et que c'était mal vécu par les habitants. Mais elle remarque que le fait de densifier la ville, ça permet certes de ne pas artificialiser en périurbain, mais aussi ça peut donner l'impression d'étouffer en ville. Ah, je suis tout à fait d'accord. Alors, je connais pas le quartier, hein, donc j'ai pas d'avis précis sur cette opération. Enfin, déjà, je sais pas si c'est une opération, ce qui est assez différent, c'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un phénomène de densification dit spontané, hein, vous savez, sur lequel à un moment il y a un certain nombre d'opérateurs qui de façon diffuse vont venir travailler parcelle après parcelle, ou est-ce qu'on est sur, pardon? Exactement ça. Ouais, c'est ça. Les promoteurs achètent une parcelle après l'autre, soit ils démolissent le pavillon, ils reconstruisent des bâtiments collectifs et progressivement un quartier, alors j'y habite pas, mais c'est le quartier sans doute le plus difficile pour un élu pour aller négocier des choses avec les riverains parce que justement, ils ont l'impression d'être dépossédés de leur quartier par des opérateurs immobiliers qui achètent légalement des fonciers. Et progressivement, ce quartier qui est extrêmement verdoyant devient un quartier de plus en plus dense. Alors, donc, dans bien des cas, alors, il y a beaucoup de sujets en fait dans ce sujet-là. Déjà se dire qu'on a beaucoup d'espaces urbains qui, quoi qu'il en soit, sont finalement peu denses en termes d'usage et sur lequel il y a déjà beaucoup de place, notamment parce qu'on a une place pléthorique qui est donnée à la voiture. Et qu'on peut là-dessus gagner de la place. Et à un moment, la ville, elle a une surface finie. On peut aussi gagner de la place là-dessus. Moi, j'ai regardé notamment, enfin, il y a un chapitre dans le bouquin, mais le travail qu'a mené Vancouver sur une densification importante de son tissu, mais qui a été extrêmement piloté. Moi, je considère aujourd'hui qu'on densifie mal. J'assume ce terme de densifier, donc on n'atteint pas un niveau de densité, il n'y a pas le R+8 n'est pas du tout un idéal, etc. Ce que je répète souvent, c'est que faire des petites maisons individuelles à étage en Vendée, c'est déjà de la densification, plutôt que des maisons de plein pied. Donc c'est un processus, on en met plus, un peu plus, pas beaucoup plus. Si on avait 0,5% des propriétaires de maisons qui vendaient un bout de jardin en France, ça ferait l'offre nécessaire pour les besoins d'un an. Donc, on a une capacité à faire qui est énorme. Pour autant, il faut le faire bien. Ça veut dire que ça doit être coordonné. Et aujourd'hui, on a un peu deux mondes. On a le monde de la ZAC, globalement, je simplifie évidemment, le monde de la ZAC sur lequel on a des urbanistes coordonnateurs, on a des opérations qui sont structurées, organisées à la fois en termes de forme architecturale, mais de forme urbaine. Le bâtiment est pensé dans le contexte de son quartier. On a des démarches de concertation qui sont menées. On a donc une prise de position des élus sur ces questions-là. Et on a des architectes et des promoteurs qui certes construisent sur leur parcelle, mais avec des opérateurs autour qui viennent coordonner tout ça, travailler sur la forme, l'organisation, le programme, etc. Ce n'est pas toujours parfait, clairement pas. C'est du work in progress dans bien des cas, mais pour autant, c'est coordonné. Ça, c'est un des mondes. Et l'autre monde, c'est le diffus dont vous parlez, sur lequel tous les 10 ans, on vient changer le PLU. Et après, on dit, hop, application du droit, nous, on ne fait rien d'autre. Ça veut dire que là, on change les règles tous les 10 ans et en général, on a des effets de bascule parce que justement, ça se met à dériver sur un quartier et donc tout à coup, hop, on ferme tout, on ferme les vannes. Voilà. Je pense qu'on doit faire ça, on doit travailler sur le diffus de façon extrêmement différente. On doit accompagner tout ça, donner envie, avoir du conseil architectural, avoir des élus présents sur le terrain, non pas après pour essayer de rattraper les pots cassés, mais avant. Et puis réinverser finalement la charge de la preuve et demander aux promoteurs finalement d'expliquer en quoi leur projet individuel vient servir le quartier et amener du plus. Alors dans le chapitre sur la densité, tu as densification, donc processus et pas niveau de fin. J'ai mis une interview avec Marc Barra, qui est un écologue. Ce n'est pas pour faire joli. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de densification bâtie sans densification de nature.
ça doit être un attendu et on doit se retrouver collectivement avec plus de nature. Alors, pas forcément dans le jardin et souvent, ce qu'on perd, c'est plutôt du gazon qui a peu d'intérêt au niveau écolo, mais avec une vraie profondeur de sol et notamment dans l'espace public. On peut beaucoup plus planter, notamment si on re-questionne la question des espaces de stationnement. Hein. Et on sait qu'il y a à gagner là-dessus. Et on doit systématiquement associer la densification du bâti privé par un travail de l'espace public et une densification du végétal, et pas du végétal décoratif sur les façades, du vrai végétal, du sol profond, perméable, etc. etc. Alors, on avait une seconde interrogation de Vargenot. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Peut-être qu'il pourrait intervenir pour préciser la question en disant le sujet est celui des solutions pour desserrer les contraintes réglementaires comme financières. Que proposez-vous de façon opérationnelle ? Alors, je ne vais pas vous faire la liste des choses. J'étais interrogé. Alors, est-ce que je pourrais demander aux uns aux autres, en tout cas ceux qui veulent bien, de brancher leur caméra ? C'est quand même plus sympa. Alors, je vais pas lister. Donc, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de propositions, notamment à la commission développement durable de l'Assemblée il y a une quinzaine de jours. Il y a pas mal de sujets qui sont des sujets réglementaires, fiscaux, etc., etc. Moi, je pense que il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi les trois sorciers, alors pour ne pas dire sorcières. Les trois sorciers, c'est l'architecte des bâtiments de France, c'est le contrôleur technique et c'est l'assureur. Hein. C'est ceux qui font qu'on ne peut pas faire, vous savez. Et alors, moi, simplement, je travaille avec des gens qui font. Je vais interroger des pionniers. Et à chaque fois, il y a un sujet sur lequel on dit oui, ce serait bien, moi j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible, le réemploi dans le bâtiment. Les portes intérieures, par exemple. Moi, j'aimerais bien le faire, mais ce n'est pas possible parce que les assurances ne veulent pas. Je ne sais pas, moi j'ai interviewé un gars, il le fait. Donc voilà son téléphone, appelle-le. Et puis 15 jours après, oui, en fait, il a trouvé la solution, il a changé d'assureur. En fait, dans bien des cas, la question n'est pas réglementaire. La question n'est pas fiscale. Oui, il peut y avoir des améliorations, évidemment des effets leviers, évidemment des blocages, mais dans bien des cas, il y a des pionniers qui ont déjà trouvé la solution. Alors souvent, c'est des solutions de contournement, et alors, pourquoi pas, autant avancer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si chacun, quand il est concerné par un problème de ce type-là, sur un cap bien clair, et aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on fait la ville sur la ville. Il y a des enjeux à tous les niveaux. S'il notait les freins et les trucs qui rendent les choses possibles et qui les envoyait à son parlementaire, la vie irait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il y a une demande qui est très claire là-dessus, voilà, en tout cas du législateur. Mais le problème, c'est que la solution, elle est beaucoup plus problématique que ça et complexe que ça, puisqu'on est sur un enjeu systémique et c'est notre mode de production qui est questionné, puisqu'on le voit bien. Aujourd'hui, on sait très bien couler du béton. Faire autre chose, faire du volume. Par contre, faire du complexe avec moins de volume, c'est plus difficile. Donc, je ne suis pas rentré dans les propositions, mais très clairement, aujourd'hui, on a une structure à la fois du code de l'urbanisme et notamment du fonctionnement de la fiscalité locale, fiscalité des entreprises et notamment des modes de financement des collectivités locales qui poussent à la consommation de sol au quantitatif. Donc, on a une remarque de Marc Verdier qui nous dit « Et si on imposait le logement, non pas sur la surface habitable, mais bien sur le sol confisqué ?» Pourquoi pas ? Mais il se trouve qu'on a déjà des fiscalités de ce type-là. Après, il faut être clair. Aujourd'hui, moi, je ne crois pas que la règle fiscale va tout changer. Très clairement pas. Aujourd'hui, on a des politiques qui sont des politiques de concurrence des territoires les uns contre les autres, souvent masquées, au-delà des concurrences affichées.
souvent masqués, notamment en première couronne autour des métropoles. Là, on va publier un document là-dessus. On a fait l'analyse autour de la métropole nantaise. Très clairement, on a une surconsommation foncière par nouveau ménage, donc par nouveau logement, qui se fait il y a un effet frontière autour de la métropole administrative de Nantes. Parce que la métropole administrative, c'est 24 communes, et la métropole réelle, celle du domicile-travail, etc., c'est plus d'une centaine de communes. Et en fait, on s'aperçoit que les communes autour de la métropole administrative jouent en contre. Alors, quand on est praticien, on le rencontre, on le voit, et puis on voit bien qu'on a là un élu, là un opérateur foncier qui, parce qu'il est de l'autre côté de la limite, vient proposer du foncier plus gros pour être compétitif et attirer de nouveaux habitants. Mais c'est de plus en plus important, et il faut qu'on ait des politiques coordonnées là-dessus. Ça aura plus d'impact, je pense, d'avoir des vrais PLUI et des vrais SCOT utiles que de changer les règles fiscales. Pour rentrer dans le complet. Allô? Oui. Non. Des interrogations. Je ne sais pas s'il va m'entendre. Sur les Alsace-Lorraine. Alors, je pense qu'il y a Philippe qui a son micro ouvert. Il faudrait qu'il le ferme ou que vous lui fermiez. Moi, je ne suis pas animateur, je ne peux pas le… On n'entend plus grand-chose. Je le ferme. Voilà. Enfin, vous prenez la parole, d'ailleurs. Ah non, mais… Alors, donc là, je vais peut-être entendre la question. Ok, moi je voulais revenir sur 2 points. Premier point, je trouve un peu dur de parler de sorciers vis-à-vis de l'ABF. L'ABF, moi je ne suis pas ABF, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais ils sont assez coincés avec le politique qui demande… oui. Juste pour préciser, quand je parle de ça, c'est parce que les sorciers n'existent pas, vous êtes au courant. La magie n'existe pas. Et ce que je dis, c'est derrière eux que beaucoup se cachent pour ne pas agir. Donc, c'est absolument pas la faute de l'ABF, justement. Mais bien souvent, on dit oui, mais vous comprenez, on ne peut rien faire parce qu'il y a l'ABF ou le contrôleur technique ou autre. Donc, clairement pas. On est bien d'accord. Je suis assez d'accord sur les 2 autres. C'est assez bloquant, mais l'ABF, je trouve ça un peu dur que ce soit quelqu'un qui bloque. Donc, je vais revenir à l'étalement, non pas forcément du logement, mais des zones commerciales. Je crois qu'il y a une espèce de frein actuellement, et surtout des plateformes logistiques. Plateformes logistiques qui fleurissent partout et en très grand nombre et en volume. Ce qui fait que le mode de consommation actuel nécessite certainement, je n'y connais pas grand-chose, mais nécessite ces grands bâtiments. Et quel regard vous avez vis-à-vis des parcs logistiques actuels? On est sur une transformation qui est assez radicale, alors là, qui a été hyper accélérée par le confinement, une transformation qui est assez radicale du commerce au sens de distribution. Parce qu'il y a quand même des commerces dans lesquels il y a de la valeur ajoutée et des commerces sur lesquels on vient distribuer des produits sur lesquels il n'y a pas de valeur ajoutée qui est amenée au produit. Et on voit bien que là-dessus, la chaîne numérique, elle prend le pas. Et on a une crise, alors attention, on a une crise du commerce, du petit commerce de centre-ville, mais aussi du grand centre commercial de périphérie. On a en effet un moratoire. Alors, c'est une directive au préfet. Donc, on n'est pas dans un cadre réglementaire, mais quoi qu'il en soit, ça a un impact sur les zones commerciales, sur la création de nouvelles zones commerciales. Là, on était sur une absurdité complète, avec une inflation de la création de zones commerciales et globalement des commissions départementales, des CDAC, d'autorisation des surfaces commerciales, qui n'ont jamais fonctionné. Non, mais c'est comme si on a demandé à des héroïnomanes de réguler le marché de la drogue, donc c'est compliqué. Donc ça n'a pas marché, dont acte. Et là aujourd'hui au PLF, sur le projet de loi finance qui est en cours de débat, un moratoire sur les installations des grandes zones logistiques est posé. Sachez qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a plus de 600 malls abandonnés, donc c'est des grands centres commerciaux, et qu'aujourd'hui l'opérateur qui rachète ces malls, c'est Amazon, qui vient les transformer, donc qui les rase et qui vient les transformer en parcs logistiques. C'est des secteurs commerciaux donc à proximité des espaces urbains, des espaces
où il y a les consommateurs. C'est déjà viabilisé, hein, il y a déjà les routes, etc. etc. Et c'est des grandes surfaces, donc c'est plutôt très intéressant. Et il y a un problème aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'on a des zones commerciales qui ont été réalisées et qui sont en train de se transformer en zones industrielles et logistiques. C'est ça qui est devant nous, hein. Donc oui, il y a des enjeux de régulation importants. Après, il ne faut pas se leurrer, on est sur des changements de pratiques. Et moi, je ne suis pas certain que ce soit mieux, collectivement, hein, que ce soit mieux d'avoir des gens qui font tous 20 ou 30 km pour aller au supermarché en périphérie, ou des camionnettes qui, de façon intelligente et moins urgente, et pas des camionnettes et peut-être des vélos, etc., viennent livrer dans la ville. Hein, c'est dans un sens ou dans l'autre, mais on a bien une transformation de l'orientation là-dessus. On est loin d'avoir posé les choses. Hein. Mais je pense que c'est… Enfin, pardon, je ne sais pas si… Non, allez-y. Non, je pense que c'est quelque chose qui est immuable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas transformer, je pense. La transformation du commerce, Amazon l'a transformé, mais le numérique l'a transformé totalement. On ne reviendra pas en arrière, je pense. Ah, mais c'est sûr. Ce serait vraiment un changement de paradigme terrible. Non, c'est certain. Alors, par contre, attention, on oublie souvent, on n'a pas de baisse du nombre de petits commerces en France. Hein, c'est pas Amazon qui tue tout le monde. Amazon, il tue plus le supermarché que… Alors, enfin, on pourrait débattre, mais il y a plusieurs croisements. Et aujourd'hui, il y a aussi l'émergence du commerce de flux qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a nos petits commerces de centre-ville qui sont sortis et allés en périphérie le long des axes. Hein. Ce qui fait que globalement, on a toujours le même nombre de petits commerces, mais ils ont déménagé. Hein, et certains se sont mis d'ailleurs dans les galeries commerciales. Donc, on a des flux assez complexes là-dessus, mais là, la pandémie a vraiment changé la donne. Voilà, mais on voit bien avec des commerçants qui changent de pratique aussi. Sans doute un passage de génération là-dessus et sans doute demain plus de valeur ajoutée dans le petit commerce. Alors, on n'a plus vraiment de questions dans le chat, mais plutôt des remarques, notamment sur les zones rurales peu denses, où c'est une remarque de Caroline Erard, qui nous signale qu'il rencontre la difficulté en zone rurale de problématiques de places disponibles et d'agriculteurs qui rencontrent tellement de difficultés qu'ils deviennent des gestionnaires de foncier avant d'être des cultivateurs. Sans parler des communes qui ont fait des réserves foncières pendant des années et qui ont fait reposer leur modèle économique de gestion budgétaire sur la vente de terrain. Ouais. Et leur dire qu'ils ne peuvent plus urbaniser, c'est leur dire qu'on leur coupe leurs ressources financières. Ah oui. Eh oui. C'est leur dire aussi que, et c'est le constat qu'on a fait quand on a fait les transferts de zones d'activité des communes aux EPCI, que urbaniser, c'est aussi avoir des charges de gestion derrière. Hein, et donc après, c'est une course à l'armement. Et à un moment, le seul modèle n'est pas que le modèle de croissance. Et globalement, tous les territoires en France ne peuvent pas croître. Et de fait, on a 14 000 communes qui perdent des habitants en France. Donc, il y a deux choses. Soit on est toujours sur le thème de la revitalisation, etc., etc., et on se dit qu'on va rouvrir des boucheries chevalines dans le cœur des centres-bourgs. Soit on admet un fait, hein, c'est qu'on a une baisse de population d'un certain territoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir. Ça veut dire que l'avenir, il faut l'écrire différemment que simplement dans l'aménagement du nouveau lotissement, avec toute l'économie que ça génère, qui est une fausse économie, hein, très clairement, pour les collectivités, puisqu'il y a cette idée de rentrée d'argent, mais qui est complètement fausse. Aujourd'hui, sur le rural, je suis désolé, là j'étais entre Rennes et Nantes, il y a une paire d'heures, donc on n'est pas perdu en plein cœur du rural du tout. Hein. On était du terrain à 17 € le mètre carré en lotissement. Je suis désolé, c'est en dessous des coûts d'aménagement. Donc, ce n'est pas vrai de dire que ça ramène des ressources financières. Aujourd'hui, c'est les transferts depuis l'État, hein, qui ramènent des ressources financières. Il faut les désindexer de seuil de population, ça c'est clair. Donc il y a un faux sentiment de richesse là-dessus. Il faut en effet sortir de ce modèle-là. Et par contre, oui, il y a une vraie crise agricole qui est en cours. Je vous invite d'ailleurs à suivre sur Dixit.net. Donc, je fais ma petite pub au passage, mais peu importe, c'est sur ce sujet-là, sur le sujet de la crise agricole. On a fait un podcast
donc, il va être publié sur la newsletter là, de Dixit dans quelques jours, avec les gens des greniers d'abondance qui ont analysé ces enjeux des crises agricoles à venir et des transformations à venir. Et très clairement, on va avoir besoin, on a besoin aujourd'hui de passages de relais pour des exploitants agricoles avec de nouvelles façons de faire, de nouveaux métiers. Et c'est un des vrais murs qu'on a devant nous. Eh bien, merci Monsieur Grisot pour votre intervention. Merci pour toutes les questions qui ont été posées. Merci à vous. N'hésitez pas, si quelqu'un, je vais vous mettre mon mail, si certains veulent prolonger la discussion. Et bon travail à vous. Vous aurez du coup dans le chat un questionnaire de satisfaction, si vous voulez bien y répondre. On l'enverra également par mail pour ceux qui ne souhaitent pas y répondre tout de suite. Je remercie du coup Monsieur Grisot pour son intervention. Sandrine Klein de Perspective Urbanisme et Paysage, qui est ici, du coup qui s'est fortement impliquée dans l'organisation de cette conférence et qui du coup va nous suivre sur la commission urbanisme juste après. Je remercie la FFB de l'Aube qui nous accueille dans ses locaux, au moins pour ceux qui sont en physique ici. Et puis nos principaux financeurs, l'ADEME et la région Grand Est, qui nous permettent de faire ce type de webconférence à destination des professionnels. Nous espérons que vous avez apprécié cette webconférence. Et puis, nous allons passer du coup maintenant à la commission urbanisme. Donc, ceux qui souhaitent rester, restez avec nous. Vous pouvez prendre 2 minutes pour aller vous chercher une petite boisson si vous voulez. Et puis, pour les autres, vous pouvez quitter la réunion. Et je vous souhaite une bonne soirée.